Bonjour et bienvenue à vous tous. Je suis Teresa Blumenstein, je suis la coordinatrice de la Coalition de justice des religieux. Je me retrouve aux États-Unis où JCOR a le siège, euh, donc euh, dans la même rue des Nations Unies. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en tant que leaders des congrégations et promoteurs, représentateurs, formateurs dans les domaines de justice et de paix et d'intégrité. Je suis aujourd'hui présente pour une session de formation avec notre aussi associé Katie, que j'invite à s'introduire. Je suis Katie Garrison, je suis la coordinatrice des associés de JCOR. Je me trouve ici avec Teresa. Peut-être vous me connaissez si vous avez déjà reçu la communication, les bulletins mensuels, les manuels. Et si tout ceci semble quelque chose que vous ne connaissez pas, nous allons les introduire dans la présentation d'aujourd'hui. Plus tard, je suis ravie d'être parmi vous et je suis contente de faire votre connaissance. Très bien. Donc, durant notre rencontre aujourd'hui, nous allons introduire le JCOR. Donc, qu'est-ce que cette coalition fait, ses activités, euh, ce que nous avons déjà fait. Nous allons parler également de la nature du travail que nous effectuons pour plaidoyer et promouvoir la réalisation de justice et de paix, l'accomplissement de justice et de paix dans notre monde en plaidoyant auprès des leaders politiques à plusieurs niveaux. Avant de ne commencer, je vais vous inviter à se joindre pour une prière. Katie, est-ce que tu peux donc, nous vous invitons à fermer vos yeux, à vous recueillir pour entrer dans la réflexion, ou bien vous êtes invité à lire chez vous ce que nous partageons sur l'écran. Le leadership est difficile à définir. Dieu fait que nous soyons ceux qui le définissent avec justice. Le leadership est comme une poignée d'eau. Dieu fait que nous soyons ceux qui la partagent avec ceux qui ont soif. Le leadership ne consiste pas à observer et à corriger. Dieu, souvenons-nous qu'il s'agit d'écouter et de se connecter. Le leadership ne consiste pas à dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Dieu, laisse-nous découvrir ce que les gens veulent. Le leadership n'est pas, n'a rien à voir avec l'amour du pouvoir. Dieu aide-nous à enraciner notre leadership dans la puissance de l'amour. Marchons dans la voie tracée par le Christ et laissons ceux qui le veulent nous suivre. Que notre plus grande passion soit la compassion, notre plus grande force soit l'amour, notre plus grande victoire la récompense de la paix. En dirigeant, que nous manquons jamais de suivre, en aimant, que nous manquons jamais. Amen. Amen. Merci Katie. Et maintenant, nous allons
commencer par l'introduction de la coalition. Donc, pour vous offrir un peu le contexte pour ceux qui sont avec nous pour la première fois et qui n'ont jamais participé à nos programmes. La coalition est une coalition de 23 organisations religieuses catholiques qui représentent les sœurs, les prêtres, les frères et leurs partenaires auprès des Nations Unies. Ils sont donc ces organisations, elles sont capables de le faire parce qu'elles sont accréditées par les Nations Unies, parce que ces organisations ont des représentants au siège de l'ONU à New York. Toutes ces organisations sont engagées à améliorer le bien-être des personnes vivant dans la pauvreté et de l'environnement naturel. Et en tant que groupe, nous sommes présents dans plus que 100 pays. Voici la liste complète des organisations membres qui forment la coalition. Vous pouvez retrouver le nom de votre congrégation ou un groupe auquel votre congrégation appartient ici dans cette liste. Et la mission partagée qui regroupe l'ensemble de ces organisations est de faciliter la collaboration entre les membres et les partenaires qui travaillent sur le terrain ou bien aux Nations Unies afin de renforcer mutuellement nos capacités de plaidoyer et de plaider collectivement pour la justice sociale, économique, environnementale et la paix dans les, euh, non seulement les espaces internationaux, mais euh, pour faciliter cette action collective au niveau régional et national. Et avant de ne procéder dans la description de notre travail, nous utilisons le terme plaidoyer souvent en parlant de notre travail. Il s'agit d'un terme qui peut être complété, qui peut être compris de manière différente. Donc, pour clarifier et avant de ne procéder, je voudrais dire que lorsque nous utilisons le terme plaidoyer, nous parlons des actions publiques et des actions privées qui favorisent le mouvement vers la justice dans nos sociétés, dans nos structures socio-économiques et environnementaux de notre société. Et ceci englobe une grande variété d'activités comme s'adresser à une communauté, aux dirigeants politiques de cette communauté, les informer, écrire des lettres, des déclarations, participer ou organiser des rassemblements, des manifestations qui traitent des formes d'injustice particulières que nous observons. Nous allons discuter plus tard les formes de plaidoyer, mais j'ai voulu partir d'une définition commune pour que nous puissions compléter avec une compréhension commune. Alors, pourquoi la coalition s'est formée en ce moment particulier? Surtout à la lumière de la présence de beaucoup de réseaux et de connexions entre les congrégations. Donc, l- c'est pour lire les signes du temps pour que nous nous assurons que nous sommes en train de nous préparer pour être un vin nouveau dans des autres neufs et pour être majoritairement en coalition. Donc, certains de ces signes que nous lisons sont tout d'abord les tendances des numéros, des effectifs plus réduits à l'échelle internationale et voir
comment ces tendances ont besoin de notre travail. La tendance à la baisse de nombre de vocations nous oblige à adopter des approches créatives du ministère qui nous permettent de conserver la sagesse de nos charismes uniques, de nos congrégations, tout en puisant notre force dans le plus grand nombre de tous ceux qui partagent notre mission et la mission commune de toutes les congrégations. Une autre chose qui nous a été demandée en reconnaissant cette tendance dans la vie religieuse est que nous avons besoin d'aborder des questions de justice qui sont hum, sous l'angle de la pérennité des congrégations. Nous devons nous demander comment la dignité des personnes que nous servons sera-t-elle préservée le jour où nous ne pourrons plus assurer ce ministère caritatif, ici dans cette particulière communauté. Quel système fera respecter les droits de cette communauté ou des personnes lorsque nous ne serons plus là euh, par rapport à l'alimentation, le refuge, etc. Donc nous avons voulu aborder ces questions pour voir le quand, le comment, pour assurer la dignité de toutes les personnes. Donc même si nos congrégations ne se trouvent pas dans toutes les communautés aujourd'hui. Un autre signe du temps que nous avons besoin de prendre en considération est que les espaces politiques sont de plus en plus fermés et de moins en moins réceptifs aux voix de la société civile. C'est-à-dire que nous tous, qui ne sommes pas des membres du gouvernement, et nous reconnaissons que ces espaces sont de plus en plus fermés, en particulier envers les voix des groupes les plus marginalisés, les mêmes communautés où les congrégations font le travail le plus important dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, en reconnaissant ce signe de temps, nous avons retenu qu'il faut parler d'une seule voix organisée et unifiée pour nous, dans les espaces politiques qui sont encore disponibles, pour protéger plus efficacement ces espaces. Un troisième signe du temps était l'adoption des objectifs de développement durable par les Nations Unies. Et je suis sûre, si euh, non la majorité d'entre vous, vous tous, vous avez des informations par rapport aux ODD, donc les objectifs de développement durable, qui ont été adoptés comme l'agenda de tout le système des Nations Unies de 2015 à 2030 et euh, mis ensemble pour essayer, pour créer un programme qui vise à soulager les souffrances humaines. Et alors que cet agenda est vraiment formidable et qui montre l'image de ce que nous voulons euh, concevoir comme royaume de Dieu, nous pouvons reconnaître que l'agenda peut être seulement des mots sur un papier et peut ne pas prendre en considération les plus exclus, les plus marginalisés, où il n'y a pas vraiment un système de rendre compte et de participation de tous les membres de la société. Et nous reconnaissons, encore une fois, qu'étant donné la présence des congrégations religieuses entre beaucoup et parmi beaucoup de marginalisés, de communautés exclues, nous reconnaissons qu'il s'agit d'une opportunité et d'un rôle de grande valeur aux membres des congrégations religieuses pour participer activement à la mise en œuvre de ces appels et au suivi des progrès accomplis vers leur réalisation au sein de chaque nation. Nous avons besoin donc de faire ceci non seulement parmi les représentants qui se trouvent aux Nations Unies, à New York, mais dans toutes les congrégations, dans les différents pays, partout dans le monde, toutes les personnes engagées à travailler sur cet agenda ensemble. Donc, l'approche que la coalition adopte est de commencer à coordonner les efforts
efforts des religieux dans des lieux du monde, donc des endroits spécifiques pour euh, coordonner donc les efforts des religieux et de leurs partenaires pour permettre de lancer un appel plus fort en faveur de la justice, de l'équité, de la durabilité, du respect des droits au niveau local, national et mondial. Nous avons commencé donc par l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Afrique orientale et l'Australie, Ouganda, Zambie, l'Inde et toutes les personnes qui travaillent comme représentants des congrégations au siège des Nations Unies à New York. Et dans chacun de ces endroits, nous avons commencé par offrir des ateliers initiaux, des workshops, donc, qui ont été organisés depuis 2019 jusqu'aujourd'hui. Nous avons donc euh, créé des journées de dialogue, d'apprentissage, de plaidoyer, de planification entre les membres des congrégations et les organisations partenaires pour traiter des questions de justice et de paix que ces organisations reconnaissent comme problématiques dans les communautés qu'elles servent. Et après chaque workshop, chaque atelier, nous avons donc formé des réseaux régionaux et l'objectif du réseau régional est de faciliter la communication et la collaboration entre les congrégations au niveau régional pour qu'elles puissent continuer à concevoir et réaliser les initiatives de plaidoyer qui répondent aux besoins de changements systémiques qu'ils ont identifiés dans chaque région. Et ces réseaux sont soutenus par des opportunités majeures de formation complémentaires pour répondre aux besoins identifiés comme priorité, donc soutenus par des coordinateurs régionaux. Et pour accompagner les initiatives de plaidoyer menées au niveau local ou national, les personnes qui se trouvent auprès des Nations Unies cherchent et travaillent à renforcer ces initiatives pour les porter à un niveau de plaidoyer aux Nations Unies. La participation est ouverte à tous ces workshops, à tous ces réseaux et la participation est ouverte à tous les religieux catholiques, leurs partenaires, parce que nous n'avons pas voulu limiter l'ouverture de nos canaux pour avoir une voix aux Nations Unies. Nous n'avons pas voulu limiter ceci aux personnes qui travaillent plein temps ou qui sont seulement des représentants ici à New York, mais d'être vraiment ouverts à la communauté globale et aux expériences et aux perspectives des religieux et religieuses. Nous avons donc mené des ateliers et nous avons établi des réseaux dans tous ces lieux, ces endroits que vous pouvez retrouver sur l'écran. Et je vais vous donner quelques... Je vais vous montrer quelques photos pour voir qui a été impliqué. Voilà les photos de nos workshops. Et alors que je vous montre ceci, je vais partager que ces diapositives, cette présentation va être partagée avec vous après la rencontre d'aujourd'hui. Donc, vous allez avoir le temps de revoir toutes les photos, les informations durant votre temps et selon vos besoins. Et les diapositives vont être partagées en langue espagnole et française comme en langue anglaise.
Bien. Donc, avant de ne procéder pour parler des détails du plaidoyer, comment on fait du plaidoyer, pourquoi nous voyons ceci comme ministère, je voudrais prendre une pause et voir si vous avez des questions ou si vous avez besoin de clarification sur ce que j'ai déjà partagé. Donc, sur ce que j'ai déjà partagé, est-ce que vous avez des questions? Il y a une question dans le chat. Il y a une question dans le chat. Sœur Rose, est-ce que vous voulez lire votre question? Excellent travail, mais je me demandais si on peut entrer en contact avec les groupes régionaux, parce que nous avons des sœurs aux Caraïbes et partout dans le monde. Donc, il serait excellent d'entrer en contact avec les différents groupes. Est-ce que ceci est possible? Merci. Excellente question. Merci, Sœur Rose. Et la réponse est certainement oui. Lorsque nous arrivons à la fin de notre temps aujourd'hui, nous allons partager avec vous des moyens concrets pour entrer en contact nous allons donc vous fournir les contacts de nos coordinateurs régionaux et les indications pour aider chaque individu qui désire donc entrer en contact, tout d'abord par le biais de messages via WhatsApp. Donc, nous allons partager tout ceci à la fin de notre session aujourd'hui. Bien, je ne vois pas d'autres questions, donc je vais procéder. Donc, dans la section suivante, j'aimerais parler un peu du pourquoi et du comment les congrégations religieuses sont engagées auprès des Nations Unies. Donc, j'ai donné le titre de leadership spirituel. Nous allons voir, j'espère, les moyens et importants qui est essentiel dans le travail des congrégations religieuses et comment les Nations Unies offrent une forme euh, donc séculaire comme réponse aux besoins que nous retenons importants. Donc, nous allons tout d'abord répondre à la question le pourquoi. Pourquoi les congrégations s'engagent auprès des Nations Unies? Et nous prenons comme point de départ les principes de l'enseignement catholique, la solidarité, les droits du travail, les droits et les responsabilités, donc les préoccupations pour les pauvres, le soin pour la créature, la création, famille, communauté, participation et la dignité humaine qui fait l'ensemble de tous ces éléments. Et avec ces principes, je vous invite
à prêter attention aux documents les plus importants au cadre de travail qui forment le système des Nations Unies. Et pour être ouvert aux similarités avec notre enseignement catholique, avec l'enseignement de l'Église catholique. Donc, je vais commencer par le document de fondement des Nations Unies, donc la Charte des Nations Unies. Donc, nous, les peuples des Nations Unies, et je souligne les peuples pour nous rappeler que cette institution n'est pas seulement un lieu de gouvernement et n'est pas un lieu, un endroit pour les personnes qui ont un pouvoir énorme pour se parler les uns aux autres, pour décider pour l'ensemble, mais les Nations Unies ont été conçues pour que tous les peuples du monde puissent participer dans la prise de décision critique. Donc, selon la charte, on dit, nous, peuple des Nations Unies, nous sommes résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre, de proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes ainsi que des nations grandes et petites, d'établir les conditions nécessaires au maintien de la justice et de promouvoir le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie, de vivre ensemble en paix comme de bons voisins, de maintenir la paix internationale, de garantir que la force armée ne soit pas utilisée et de promouvoir le progrès économique et social de tous les peuples. Et certainement, nous reconnaissons que le système des Nations Unies ne répond pas aux idéaux qui sont établis ici dans la charte, mais il est très important pour nous de revoir que c'est la finalité du système des Nations Unies. Et c'est ce que nous euh, voyons au JCOR, la finalité des Nations Unies. Donc, une autre composante importante du système des Nations Unies que nous voulons reconnaître est le cadre des droits euh, de l'homme. Donc, il y a plusieurs conventions, traités qui visent à établir un consensus global, mondial, pour comprendre la forme de la dignité humaine et comment nous pouvons être en accord pour la soutenir, pour la réaliser en tant que communauté humaine. Donc, certains des documents qui font partie de ce cadre de travail, qui sont vraiment le cadre de travail du système des Nations Unies, le document qui définit les droits de l'homme, hum, les droits universels de l'homme, les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits qui sont particuliers aux travailleurs migrants et de leurs familles, les droits des personnes handicapées, les droits des enfants. Le cadre de travail aussi aborde les défis de notre temps, comment nous sommes en train de violer la dignité humaine et sur quoi nous devons travailler. Donc, nous devons travailler sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, l'élimination de la torture et l'élimination de la discrimination raciale. Ensemble, nous voyons euh, cette liste de documents et de traités comme les moyens de communiquer les principes de l'enseignement social catholique en langage laïque.
Et encore une fois, lorsque nous voyons le monde qui est envisagé par les ODD, les objectifs de développement durable, lorsque nous voyons le cri de la pauvreté, la santé, la qualité de l'éducation, l'égalité des genres, la paix, tous ces objectifs, la gouvernance, nous voyons qu'il s'agit d'un langage séculier, laïque, pour décrire le royaume de Dieu. Donc, avec cet espace et ce langage qui est accessible aux croyants et aux non-croyants, et ce travail de construction devient le travail de tous les peuples et de toutes les personnes. Et pour aussi dire que ce n'est pas seulement mon opinion ou celle des congrégations religieuses, que les Nations Unies ont une composante spirituelle. Je voudrais partager le témoignage du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui est un diplomate dans le système des Nations Unies et qui a écrit dans un manuel récemment, un manuel pour accompagner la lecture de Laudato Si, l'encyclique. Les dimensions spirituelles du travail des Nations Unies ont tendance à être négligées et sous-estimées. Pourtant, les principes énoncés dans la charte, la paix, la justice, l'égalité, la dignité et la valeur de la personne humaine font écho aux enseignements des traditions religieuses du monde et nous appellent tous à réduire la souffrance humaine. Alors que nous réfléchissons sur la date ci en 2021, l'état de notre maison commune est détruit. C'est un test politique épique, mais en fin de compte, c'est un test moral. Donc, c'est une déclaration forte de la part du leader des Nations Unies en disant que les défis est d'essayer d'organiser euh, les peuples du monde et ce sont des défis que nous essayons d'affronter par la politique, mais le défi le plus énorme est un défi moral qui requiert un leadership spirituel. D'autre part, nous avons aussi euh, entendu parler nos leaders spirituels, que, que la composante politique aussi doit être reconnue dans Evangelii Gaudium. Le pape François, et je cite, la politique, bien que souvent dénigrée, reste une vocation noble et l'une des plus hautes formes de charité dans la mesure où elle recherche le bien commun. La charité est non seulement des micro-relations avec les amis, les membres de famille ou d'autres petits groupes, mais aussi des macro-relations sociales, économiques et politiques. Je suis donc une ouverture peut apporter une nouvelle mentalité politique et économique qui apporte du bien à la société. Et maintenant que nous avons établi pourquoi nous sentons l'appel, le besoin de répondre à cet appel pour participer à ce qui est plus reconnu comme un espace politique en tant que communauté religieuse et leaders. Je vais expliquer davantage comment nous pouvons être engagés dans le système des Nations Unies en tant que membres des congrégations religieuses, au lieu d'être représentants des gouvernements, par exemple.
Alors, tout d'abord, il est important de comprendre que dans le système des Nations Unies, qui ne représente pas un gouvernement, est une organisation non gouvernementale. Donc, souvent, nous ne nous reconnaissons pas comme ONG, mais les Nations Unies comprennent notre participation en tant que telle. Il y a environ 30 ONG accréditées pour représenter plus de 200 congrégations religieuses catholiques. Et cette différence en nombre est que la majorité de ces ONG représentent plusieurs autres congrégations. Et, pardon, par la présence de ces ONG, il y a eu une histoire et une relation qui a été établie entre les communautés des représentants du gouvernement et des ONG, des organisations non gouvernementales. Et on a établi une certaine réputation pour la voie religieuse dans le système des Nations Unies. Et la voie religieuse a la qualité d'expert parce qu'on fournit des informations sur le travail des membres présents qui travaillent auprès des populations les plus vulnérables et les plus exclues dans le monde. La voie religieuse est aussi comprise comme impartielle parce qu'elle représente des communautés qui s'étendent sur plusieurs nations et qui n'ont pas une identité nationale unique. La voix des ONG religieuses est retenue crédible parce que les membres des communautés religieuses sont connus pour pratiquer des valeurs de respect de la dignité humaine et de l'environnement naturel à travers des vies d'intentionnalité et de service dévoués aux autres et une démonstration de l'engagement de ces valeurs. Et ça, c'est vraiment depuis longtemps dans l'histoire, et c'est ce qui donne crédibilité à la voix des ONG religieuses. La voix des ONG religieuses est aussi constante et assure de la continuité. Vous êtes en train de maintenir des positions et des opinions qui sont fondées sur des constitutions et sur des principes qui sont plus anciens que l'ONU et plus anciens que beaucoup de nombreuses nations représentantes aux Nations Unies. Cette continuité et cette stabilité est très critique dans les systèmes des Nations Unies parce que nous voyons d'une année à l'autre que les régimes politiques changent et que la contribution d'un gouvernement particulier peut être différente d'une année à l'autre. Euh, on peut être donc on peut soutenir les fléaux de migration dans notre propre pays et dans d'autres moments, on adopte une attitude tout à fait contraire parce que les vents changent politiquement, disons, et certaines voix changent de position. Donc, la voix des sociétés civiles et des ONG religieuses nous aide à rester sur le chemin pour soutenir le progrès que nous avons réalisé dans le passé et de ne pas perdre notre position ou de reculer lorsque les opinions politiques peuvent changer à cause des changements de la politique par beaucoup de représentants, nous ne le faisons pas. Donc, c'est une voie qui est très collaborative. On exprime et on travaille par le biais de coalitions, de comités, et de cette manière, on montre au gouvernement comment ces gouvernements peuvent traiter le bien commun et donc, et bien sûr, ceci
et la volonté pour la collaboration est essentielle pour avancer et faire face aux défis que nous affrontons en tant que communauté internationale. Je vais partager maintenant sur les formes du plaidoyer et, et j'essaie de le faire de cette manière. Je la divise en trois catégories. Et en anglais, je dis advocacy qui se met en travers, un plaidoyer qui se met à l'écart et un plaidoyer qui modélise ou forge une nouvelle voie. Je vais expliquer ce que je veux dire par ceci. Donc, tout d'abord, se mettre euh, donc occuper l'espace dans les lieux de pouvoir au nom de ceux qui ne peuvent pas être présents afin de sensibiliser à une injustice en cours. Donc, ils ne peuvent pas être là pour partager leurs perspectives, leur expérience. Donc, quelqu'un arrive et se présente euh, et parle en leur nom. Nous faisons ceci en prenant la parole à l'ONU durant des réunions, des conférences, et parfois nous soumettons des déclarations ou des recommandations écrites à des conférences particulières, des réunions particulières entre les gouvernements. Nous nous engageons dans la rédaction des lettres aux représentants des gouvernements auprès de l'ONU. Nous prenons toutes les opportunités pour participer au système politique de nos nations par le vote, par le lobbying avec notre gouvernement et parfois nous nous engageons dans les protestations, les manifestations physiques près du siège de l'ONU ou des missions des États membres auprès de l'ONU. Voici quelques images des membres de la communauté qui sont engagés dans cette forme de plaidoyer. Nous pouvons les voir ici qui participent dans des manifestations publiques sur le changement climatique pour plaidoyer donc aussi plaider pour les droits de la femme, la promotion de la paix. Dans le contexte de la conférence des Nations Unies. Donc, en bas de l'écran, vous pouvez voir ici, nous avons retrouvé les représentants des gouvernements dans leur propre bureau en tant que J-Corps. Donc, par rapport à ce travail, nous sommes engagés à plusieurs niveaux pour le père Swami, qui est un prêtre jésuite détenu comme un prisonnier politique sur la base de fausses accusations liées à son ministère auprès des peuples tribaux en Inde. Donc, pour répondre à cette injustice, les religieuses en Inde se sont appliquées au niveau local pour rejoindre la démonstration, donc la manifestation publique pour appeler à sa libération. Et au niveau international, J-Corps a fait circuler une pétition pour sa libération qui a eu la collecte de 8 864 signatures de 466 organisations et on l'a donc présenté au commissaire des Nations Unies qui a parlé publiquement contre l'emprisonnement du père Stan et a appelé le gouvernement indien pour le libérer.
Un autre exemple aussi de se mettre en travers, ce que J. Cor avait fait pour exprimer, donc pour soutenir le peuple du Haïti dans un système politique en faillite. Cet effort a initié par une lettre que nous avons reçue de la CLAR, la conférence des religieux et de religieuses en Amérique latine, qui ont exprimé leurs soucis concernant l'augmentation de la violence des troubles politiques au début de l'année de 2021. Et les représentants de JCOR aux Nations Unies ont commencé à travailler sans cesse pour élaborer des messages à travers des conversations avec les membres que nous avons à Haïti pour comprendre la situation, pour apporter leur expérience et leur perspective aux réunions que nous avons eues avec les représentants des gouvernements du Canada, du Mexique et de l'Irlande. Nous avons également écrit une lettre au Conseil de sécurité aux membres du groupe de l'Assemblée générale qui se concentre sur le Haïti. Nous avons participé à des marches publiques et nous avons aussi collaboré avec d'autres groupes qui se trouvent aux États-Unis pour faire du lobbying auprès du gouvernement des États-Unis pour prendre des mesures majeures pour arrêter l'envoi des armes des États-Unis au Haïti, l'une des causes les principales qui contribuent à la violence au Haïti. La deuxième catégorie, donc plutôt donc se mettre à l'écart, c'est lorsque nous nous mettons de côté quand c'est possible, et s'écarter du chemin, c'est-à-dire utiliser l'espace et l'influence que nous avons pour euh, donner du pouvoir à quelqu'un qui n'a pas de voix. Donc leur permettre euh, d'exprimer leur expérience, de parler pour eux-mêmes. Donc, au lieu d'avoir quelqu'un qui parle en leur nom. Donc, pour s'écarter du chemin, nous avons procédé à organiser des événements et des opportunités pour les personnes marginalisées pour s'exprimer aux Nations Unies. Nous pouvons donc fournir un soutien financier ou technologique ou bien de l'apprentissage pour faciliter la participation des personnes marginalisées aux réunions de l'ONU. Nous recueillons les témoignages des groupes marginalisés et nous les soumettons au processus de l'ONU et pour le partager directement avec les États membres. Et nous pouvons aussi également euh, assurer que les groupes marginalisés sont informés des appels à contribution ouverts de l'ONU, ce qui arrive parfois. Donc, nous nous assurons que ces groupes marginalisés sont informés de ces opportunités pour exprimer leur propre voix et pour parler directement à ceux qui mènent et conduisent le système des Nations Unies. Nous pouvons aussi reconnaître là où les groupes marginalisés peuvent s'organiser, donner de l'ampleur à leurs déclarations en utilisant nos réseaux de communication via médias sociaux, bulletins, etc., pour leur donner plus de soutien. Donc, pour les aider à faire arriver leur message. D'autres images, comment nous avons essayé de se mettre à l'écart. Le texte que vous voyez ici est une publication qui a été créée par l'un de nos membres pour souligner l'expérience euh, et d'une femme qui est au Kenya. Et cette déclaration
a été envoyé à beaucoup d'organisations. Nous avons également mené des conférences sur des plateformes où les personnes qui n'ont pas de voix, euh, comme la femme, voilà, qui parle au nom des femmes des communautés indigènes dans plusieurs endroits du monde. Donc, toutes ces photos sont donc d'un atelier et d'une initiative que nous avons menée pour écouter les voix. Nous nous sommes engagés depuis plusieurs années à faciliter la participation des indigènes de la zone d'Amazonie. Nous avons un forum annuel sur les questions indigènes et nous assurons des formations pour les membres de JCORE partout dans le monde pour qu'ils soient des participants actifs euh, dans la mise en œuvre et le suivi des ODD dans leur pays et de rejoindre donc les programmes des Nations Unies. C'est un programme qui inclut 8 mois de formation virtuelle dans lequel nous soutenons les membres dans les rapports d'avancement des ODD de leur pays. Nous leur offrons de l'espace pour partager leurs propres euh, observations, avis, opinions, euh, où ils peuvent partager leur expérience, critiquer euh, le travail sur les ODD, voir si ces objectifs sont bien mis en œuvre dans leur pays. Euh, Nous avons eu, les participants dans les programmes ont eu la chance de parler aux Nations Unies durant la conférence. Il y a un espace très réduit pour les sociétés civiles et leur voix et de parler donc au nom des sociétés civiles pour les pays. Et 2 participants dans le programme ont eu l'opportunité de parler au nom de leur pays, au nom des sociétés, pour représenter les sociétés civiles durant cette conférence. Et le dernier moyen, la dernière modalité de plaidoyer est de donc trouver une nouvelle voie. Il s'agit d'évaluer en permanence notre rôle en tant qu'individu et congrégation, évaluer donc notre rôle dans les systèmes injustes et que nous essayons de modifier et de réduire dans notre monde. Et lorsque nous reconnaissons que nous avons un rôle, nous devons continuer à modifier pour réduire le fardeau que nos actions font peser sur la capacité des autres à accéder à leurs besoins fondamentaux. Et nous ne voulons pas travailler contre nous-mêmes, mais aussi parce que nous reconnaissons qu'en essayant de vivre nos valeurs et en assurant que nous ne participons pas, sinon dans la mesure du strict nécessaire, nous sommes en train de démontrer de manière forte aux dirigeants politiques qu'il est possible de travailler de manière différente. Nous pouvons assumer la responsabilité des préjudices passés, de mettre en place des véritables collaborations pour le bien commun et nous pouvons apporter des changements institutionnels en faveur de la justice. Tout ceci est possible si nous avons la volonté. Donc, ceci veut dire euh, constamment évaluer ce que nous achetons, ce que nous portons, ce que nous mangeons, ce que nous considérons comme des déchets et comment nous nous en débarrassons, comment nous nous déplaçons et à quelle fréquence,
où est-ce que nous investissons notre argent et quel argent nous acceptons personnellement et institutionnellement. C'est aussi voir, évaluer comment nous communiquons, comment nous utilisons les médias et aussi dans quelle mesure nous sommes disposés et aptes à travailler avec les autres pour atteindre un objectif commun. Et toute cette évaluation et tout ce suivi sont essentiels pour le plaidoyer dans une conversation avec le gouvernement qui, les représentants des gouvernements peuvent être d'accord avec beaucoup d'idées présentées, mais en même temps, on peut dire tout est beau, mais ce n'est pas vraiment possible, vous ne comprenez pas les complications et les nuances, ce que, de ce que vous demandez. Donc, ceci n'est pas réalisable. Et donc, la réponse la plus forte est de pouvoir donner des exemples concrets de ce que nous faisons. Donc, de donner des exemples concrets de ce que nous les invitons à faire aussi. Parce que la meilleure preuve qu'un monde est possible est, euh, c'est ce que nous pouvons dire. Voilà, c'est possible et nous avons le plaisir de travailler avec vous pour le rendre possible sur une échelle plus large dans le monde entier, non seulement dans les communautés où nous nous trouvons. Donc, certaines des modalités de travailler avec les représentants en travaillant euh, donc avec les coalitions, les comités qui se concentrent sur le travail des certaines catégories pour la justice. Sur l'écran, ici, j'ai plusieurs comités qui sont menés et où les ONG religieuses participent, sont les participants principaux. Donc, il s'agit ici des comités pour le développement juste des finances, du développement social, réduire l'inégalité des genres, donc arrêter, lutter contre la traite des êtres humains, soutenir les droits des femmes et des filles, donc faire face aux dégâts de tout ce qui est du domaine donc de la minière, de l'exploitation minière, les droits des indigènes et un autre sur la migration. Et je voudrais parler d'une victoire qui a été réalisée par le groupe pour travailler donc contre le sans-abrisme, qui a eu un grand succès, une grande victoire qui a pu apporter cette thématique aux Nations Unies de manière très directe en, en parlant de ce thème et en parlant de ses soucis pour rendre le sans-abrisme l'un des thèmes prioritaires et aussi en poussant les Nations Unies à avoir une description, à reconnaître une définition unique du sans-abrisme. Ceci peut être insignifiant, mais c'est une étape cruciale dans tout processus des Nations Unies. Donc, pour aborder une problématique, il faut partir d'une même définition tout d'abord. Si c'est quelque chose que nous pouvons mesurer, alors nous avons besoin de définir ce que nous sommes en train de mesurer. C'est vraiment euh, un aspect très important pour apporter la thématique du sans-abrisme sur la table des Nations Unies. Et pour parler aussi d'un autre exemple, euh,
dans plusieurs des déclarations que nous soumettons aux conférences, il y a une section de la conférence qui est pour montrer les exemples spécifiques de bonnes pratiques que les congrégations mettent en œuvre. Ici, j'ai l'exemple, par exemple, d'une déclaration que nous avons rédigée sur l'égalité des genres en associé. euh, et comme vous pouvez le voir, nous avons l'exemple des apostolats spécifiques des sœurs de Saint Joseph d'Annecy et les filles de la charité canossienne en Inde qui travaillent pour soutenir les femmes et les filles pauvres, migrantes et tribales qui ont été déplacées par les cyclones et autres catastrophes environnementales. Et nous avons aussi l'exemple de la congrégation du Sacré-Cœur au Mexique qui a intégré la durabilité environnementale dans le programme et la culture des écoles en Mexique. Avant de ne procéder, je voudrais prendre une pause encore une fois et vous demander si vous avez des questions euh, par rapport à la question pourquoi les congrégations religieuses sont appliquées dans le système des Nations Unies et le pourquoi. Donc, si vous avez à me poser des questions par rapport à ces trois formes de plaidoyer, se mettre en travers, se mettre à l'écart et trouver des moyens pour avancer. Je vois une question dans le chat. Oui, oui. Donc, dans la dernière partie de notre session, je vais discuter des moyens et des modalités euh, que vous pouvez adopter en tant que participant, en tant que membre. Et je vais partager des détails dans cette partie de notre rencontre. Je- Tu as parlé du plaidoyer. Je suis de l'Inde. Vous avez demandé, donc, vous avez écrit, donc, vous avez poussé les Nations Unies à s'exprimer pour libérer le père Stan. Le père Stan n'a pas été libéré et il est mort en prison. Donc, je me demande comment vous pouvez poursuivre avec cette histoire. Quel est le suivi de votre action? Malheureusement, c'est ce qui s'est passé dans cette situation particulièrement. En termes de suivi, nous essayons de prendre des euh, signaux des communautés et des réseaux qui traitent les questions sociales particulières, comme dans ce cas l'emprisonnement, et ce que ces organisations qui suivent ceci choisissent de faire. Et dans le cas de l'Inde, nous reconnaissons qu'il y a beaucoup d'obstacles par rapport à, à l'expression en public. Donc, dans chaque moment, nous persistons à aborder une question dans la mesure où le réseau régional retient que ceci est prioritaire. Donc, nous continuons à suivre la même thématique et le même souci pour plusieurs années. Et dans certains cas, nous allons nous concentrer sur une question pour une durée plus réduite. Et tout ceci dépend
de la position ou du réseau local. Donc, c'est le réseau local qui décide ce qui est la priorité en ce moment. Donc, tout ceci est différent d'un lieu à un autre, d'une question, d'une problématique à une autre. Comme vous pouvez l'imaginer, pour chaque réseau, il y a beaucoup de questions à suivre. Le processus d'évaluation continue. Où est-ce que nous devons mettre nos énergies? Où est-ce que nous devons placer notre attention? Donc, nous sommes en évaluation continue pour savoir où est-ce que nous pouvons être plus efficaces, où il y a un besoin majeur pour une attention que nous ne sommes pas en train d'obtenir des réseaux sociaux ou bien des médias pour offrir une inspiration ou pour mettre de la lumière sur une situation. Donc, hum, placer les priorités d'où nous allons parler et comment nous allons agir. Merci. Je vois une question de Hans. Euh, Laquelle des trois modalités est la plus difficile à faire que les membres s'engagent et pourquoi? Donc, quelle modalité est la plus difficile et où est-ce qu'on trouve plus de difficultés à engager les membres? Je crois que celle qui est la plus difficile est de trouver une nouvelle modalité, nouvelle voie. Parce que dans ce cas, on a besoin de beaucoup plus que des paroles. Nous avons besoin des années de travail, de développement institutionnel, établir des cultures différentes dans nos instituts. Il s'agit d'un objectif à long terme. J'ai mis ces exemples de ces ministères. J'ai mis ceci peut-être en rédigeant en quelques minutes, mais ça a pris des années pour être établi et pour être suivi. C'est ce qui est le plus difficile, mais euh, le plus intuitif et le plus naturel dans les réponses des congrégations religieuses. Nous, nous prenons conscience des besoins pratiques et devant les situations d'injustice, euh, lorsque vous les identifiez sur un niveau local, et c'est là où vos ministères ont été développés pour toute l'histoire. Alors que ceci est la chose la plus difficile à faire, c'est là où vous êtes le plus engagé dans les quatre coins du monde. Et c'est le plus gratifiant. Et vous êtes donc très enthousiaste à y participer lorsqu'on parle de plaidoyer. Pour l'engagement des membres, je crois que le plus difficile, c'est s'écarter, se mettre à l'écart. Il y a plusieurs raisons pour ceci. Certaines raisons sont pratiques parce que parfois c'est très difficile d'emmener des personnes pour leur donner une voix aux Nations Unies, donc de les emmener. Autres, même si nous leur donnons de l'espace pour parler, c'est difficile parce qu'ils n'ont pas de l'électricité, ils n'ont pas de connexion. Donc il y a beaucoup d'obstacles pour se mettre à l'écart et ceci exige plus de temps de la part de la personne qui est au milieu de l'expérience. Et comme nous le savons, chacun a beaucoup de choses à faire. Donc, vraiment, un défi, un défi. Lorsque nous avons les exigences, les besoins devant nous chaque jour, il est plus difficile vraiment de voir comment nous pouvons créer de l'espace et d'essayer de partager ceci alors que nous avons beaucoup de besoins devant nous. Donc, rompre le sens que le plaidoyer est quelque chose de complémentaire, d'extra, que nous devons ajouter au travail et aux diverses fonctions que nous devons accomplir.
Donc, je crois que euh, la grande importance est que nous puissions changer notre mentalité, notre mode de faire. Parce que entre servir la personne qui est devant moi maintenant et aujourd'hui avec beaucoup de besoins, mais aussi de vouloir les aider tout le long de leur vie et d'aider leurs enfants et d'aider leur communauté en traitant les besoins derrière leur situation. Et tous les deux ministères sont très importants. Donc, passer d'un mode de pensée à un autre est un grand défi pour comprendre et pour être motivé, pour s'engager dans ces formes de plaidoyer, particulièrement celui de se mettre à l'écart. Oui, c'est vraiment une grande opportunité. La connexion coupe, donc la finalité de J-Core est cette organisation de congrégation qui travaille sur le plaidoyer. Et je crois que la raison d'être des conférences religieuses et des groupes est celle-ci. Et je pense que nous devons vraiment avoir une évaluation continue des réalités. La réalité est en changement continu. Ce que nous voyons maintenant, c'est que nous avons besoin de travailler ensemble, de coopérer, de collaborer, de travailler collectivement. Pour ceci, nous pouvons ensemble, à toutes les congrégations, euh, se présenter et participer donc. Donc, nous devons continuer à travailler pour que ces coalitions aient de l'espace pour écrire leurs déclarations. Merci. Merci. Congrégation de Notre-Dame. Et je vois ici des représentants, une sœur de notre conseil général et coordinateur de ma congrégation également. Merci Melba. Et je vois une autre question dans le chat box. Est-ce que l'application de ces catégories dépend sur une question spécifique et qu'on peut traiter à plusieurs niveaux? Certainement, certainement. Donc, en réponse, hum, avec chaque situation, nous avons besoin euh, d'évaluer ce qui est le plus stratégique, ce qui est le plus important dans chaque plaidoyer, dans chaque action. Par rapport aux questions, il faut donc choisir l'action que nous devons entreprendre, laquelle sera la plus persuasive. Et ceci change avec le temps, mais certainement une initiative de plaidoyer peut inclure des activités de chaque catégorie. Donc, et elles peuvent aussi être mises ensemble si nous avons le temps et si nous croyons fortement que nous pouvons le faire.
Idéalement, nous faisons tout ce que nous pouvons pour traiter une problématique. Bien, je crois que je vais passer à la dernière partie de notre rencontre et notre temps ensemble pour parler de ce que nous espérons de chacun et de vous, de vos positions en tant que leaders, promoteurs, formateurs, représentants de vos congrégations qui travaillent pour la justice et la paix. Voici quelques exemples, bien que je dirais que si vous pouvez avoir une conversation de ceci avec votre représentant, après la rencontre d'aujourd'hui, je suis sûre qu'on va vous donner plus d'idées et qu'on va vous proposer d'autres choses. Donc, j'espère que vous allez trouver le temps pour discuter tout ceci davantage avec votre représentant aux Nations Unies. Voici quelques idées communes qui émergent de nos discussions en tant qu'ensemble de communautés des représentants des Nations Unies. Donc, nous pouvons utiliser votre aide pour promouvoir une compréhension majeure, globale, que le plaidoyer est une composante essentielle de tout ministère parce qu'il fait partie intégrante de la lutte contre la cause profonde de toute souffrance que nous constatons au niveau communautaire. Comment rendre donc le plaidoyer une passion et une priorité, même si nous avons beaucoup de besoins urgents, immédiats. Nous serons aussi reconnaissants si vous pouvez intégrer les mises à jour de votre bureau des Nations Unies, de votre bureau sur toutes les plateformes de communication de votre congrégation. Ceci peut être organisé au sein de votre congrégation, mais nous aimerions vraiment que le travail de votre bureau représentatif auprès des Nations Unies soit vraiment communiqué sur les réseaux, sur les plateformes. Nous pouvons également avoir votre soutien pour continuer à votre aide au fond pour maintenir la présence d'un représentant de la congrégation aux Nations Unies. Nous avons un bureau ici, moi, Katie, et il y a un travail continu pour tous les représentants des Nations Unies. Par rapport aux efforts, c'est vraiment le travail partagé de tous les représentants des Nations Unies et nous ne pouvons pas le compléter sans leur présence ici et sans leur contribution. Nous savons que c'est un défi et que la question peut être soulevée. Est-ce que nous pouvons continuer à le faire? Et donc, et nous allons demander à vous tous d'être les protagonistes pour maintenir la présence, euh, pour avoir cette voix. Donc, sans vos représentants auprès des Nations Unies, il n'y a pas de voix à ce niveau. Nous voulons aussi vous inviter, dans la mesure de possible, de permettre à, à chaque nouveau représentant des Nations Unies de recevoir plusieurs semaines de formation en personne avec le représentant sortant si les circonstances le permettent. Donc, nous vous invitons, quand c'est possible, de donner du temps à la personne qui prend la relève du représentant précédent. Nous demandons aussi s'il est possible de visiter votre bureau à l'ONU
et possiblement de créer des opportunités pour les autres membres de la congrégation pour participer aux conférences de l'ONU. Parce que c'est par le biais de la participation et de la présence que nous pouvons comprendre la valeur et la possibilité de ce qui peut être réalisé par les représentants religieux dans un espace comme les Nations Unies. Et finalement, et ceci est à vous tous en tant que membres et leaders, encouragez l'engagement de vos membres, en particulier avec vos bureaux de l'ONU et avec JCOR. Et pour offrir des détails, pour savoir comment s'engager avec JCOR à long terme, je vais donner la parole à Katie pour décrire certaines des manières pour participer. Merci Teresa. Comme Teresa vient de le dire, l'une des manières les plus importantes pour être en contact avec JCOR est d'être en contact avec le représentant de votre congrégation auprès des Nations Unies. Et nous avons un nombre significatif de ces représentants avec nous aujourd'hui. Ces membres sont vraiment des ressources de connaissances. Nous vous encourageons aussi à écrire soit à Teresa, soit à moi-même. Nous travaillons ici dans notre bureau. Vous pouvez aussi contacter nos coordinateurs, coordinatrices régionales. Nous allons partager tout ceci avec vous plus tard. Vous pouvez le retrouver sur le site web. Je vais vous laisser le lien dans le chat. Peut-être vous pouvez euh, aussi pour trouver les moyens pour être en contact avec nous et de visiter notre site web. C'est vraiment une plateforme de beaucoup de ressources pour vous. Vous pouvez apprendre davantage sur la coalition de justice, nos membres et entrer en contact avec notre personnel. Vous pouvez savoir davantage aussi sur nos événements, ce qui a été réalisé, ce qui va être réalisé. Vous pouvez donc avoir accès à des connaissances, des déclarations que nous avons déjà soumises et aussi des guides, des manuels. Je voudrais souligner aussi que la source la plus complète qui peut être envoyée avec toutes les ressources, toutes les mises à jour est le bulletin mensuel. Si vous vous inscrivez, vous allez recevoir le bulletin mensuel. Comme Teresa l'a mentionné aujourd'hui, nous avons des groupes de WhatsApp qui ont été formés après les workshops au niveau régional pour faciliter la collaboration entre les groupes au niveau local et pour partager les informations sur les événements futurs, sur la formation et les actions, euh, donc les initiatives dans lesquelles vous pouvez participer. Donc, vous pouvez exprimer donc votre désir de faire partie de ces groupes. Vous pouvez entrer en contact avec nous sur les réseaux sociaux. Nous avons une présence active sur Facebook, YouTube et LinkedIn. LinkedIn n'est pas seulement un bon moyen pour entrer en contact avec JCOR, mais aussi avec d'autres membres de notre réseau. Et comme Teresa l'avait dit, il y a beaucoup d'événements. Nous sommes actuellement en train d'offrir notre programme annuel pour la formation des délégués digitaux de programme pour le forum de haut niveau politique de haut niveau sur le développement durable.
Voici les dates des programmes. Nous avons déjà eu les deux premières sessions pour ce programme, mais nous sommes en train de partager l'enregistrement de ces sessions en ligne. Donc, si vous voulez rejoindre, vous pouvez revoir l'enregistrement et récupérer avant la session suivante. Et encore une fois, l'une des ressources que nous voyons sont les guides pour les conférences des Nations Unies. Nous avons appris de la présentation de Teresa aujourd'hui. Il y a beaucoup de terminologie, des cadres de travail qui peuvent être quelque chose de moins connu parmi vous. Donc, dans l'engagement des processus ici aux Nations Unies, nous créons des manuels pour aider à s'engager en plusieurs langues, donc anglais, espagnol, français et portugais, pour que vous puissiez les consulter si vous désirez participer à ces conférences, de la terminologie qui est nécessaire, comment et où ces événements ont lieu, si vous pouvez les suivre et comment en ligne, les appels à l'action et aussi ce que les recommandations, ce que nos congrégations religieuses recommandent ici aux États-Unis. Donc les peuples, les conférences, les peuples indigènes, les inégalités sociales, l'égalité des genres, le changement climatique, les ODD. Et la dernière ressource est l'espace virtuel que nous offrons et ce que nous appelons notre heure de communauté globale. Nous offrons cet espace virtuel sur Zoom que Thérèse et moi-même facilitons avec nos membres ici à New York. Et ceci a lieu le deuxième vendredi de chaque mois. C'est un lieu pour que tous les membres de notre communauté globale se regroupent, prient et réfléchissent autour d'une thématique. Nous avons la mise en jour des réseaux et par la suite, nous leur donnons l'espace pour exprimer les besoins urgents. Et encore une fois, je vais partager votre lien. Merci, merci beaucoup pour votre attention. Je sais que c'est long et nous avons dépassé 2 minutes, l'heure de 2 minutes. Donc, beaucoup d'invitations que nous espérons vous avez trouvées intéressantes. Et le privilège d'être membre de JCORE et que vous pouvez participer à la mise en place de toutes ces ressources. Donc, si vous avez d'autres idées sur comment vous croyez vos membres aimeront participer ou comment rendre leur participation plus facile, le travail de JCORE est un travail auquel vous pouvez contribuer pour le façonner. Si vous avez des réflexions à partager, vous savez que nos portes sont ouvertes. Également aussi les bureaux de vos représentants et que vous pouvez participer dans le travail de la coalition comme dans l'engagement dans des modes de participation que nous offrons. Et dans ce moment ensemble, je vais demander encore une fois si vous avez des questions ou si donc il y a quelque chose que nous pouvons clarifier pour vous.
Nous avons une question de Tim. On a besoin de plus de temps pour répondre. Il y a beaucoup de questions que vous avez mentionnées qui arrivent du terrain, de la base. Comment vous choisissez, quels sont les critères pour choisir ce qui est le plus prioritaire? C'est certainement un défi et donc nous sélectionnons les priorités en voyant si ces thématiques ne sont pas traitées par d'autres groupes. Nous voyons si ces questions sont particulièrement des problématiques desquelles nos congrégations souffrent, qui nous connaissons, qui peut donner une voix, contribuer avec une voix. Et nous voyons aussi si les congrégations retiennent que c'est une problématique prioritaire. Donc, plusieurs éléments s'engagent dans la prise de décision. Mais tout ceci est mené et éclairé par tout ce que nous recevons de la part des congrégations. Nous sommes toujours à l'écoute pour voilà, soulever des questions, pour comprendre ce qui se passe davantage dans le monde et voir quelles sont les priorités et de nos membres pour donc utiliser et pour choisir où est-ce que nous devons vraiment travailler, où nous pouvons être le plus efficaces. Et dans certains cas, nous allons nous engager à plusieurs niveaux pour voir ce qui est possible, ce qui est sain, sécurisé. C'est une réponse courte pour une question profonde, mais j'espère que j'ai commencé à te répondre. Oui, tu l'as fait, merci bien. Pas d'autres mains. Pour conclure, je voudrais remercier chacun, chacune de vous. Je sais que votre temps est précieux en tant que leaders. Vous êtes toujours en déplacement. Je sais que votre temps est précieux et nous sommes vraiment très reconnaissantes que vous avez passé un peu de temps avec nous aujourd'hui pour euh, connaître ou se rappeler du travail de J-Core. Et je voudrais vous laisser avec un proverbe que je trouve très hum, révélateur du travail que nous effectuons et de comment nous le faisons. L'idée que lorsque les toiles d'araignée s'unissent, elles peuvent ligoter un lion. Et je crois que nous faisons face à beaucoup de lions dans notre monde d'aujourd'hui et le travail de paix et de justice semble épuisant et il est facile de le voir comme impossible. C'est pourquoi il est important de travailler en coalition pour savoir que nous ne sommes pas seuls et que nous essayons ensemble, plusieurs réseaux, euh, on travaille ensemble pour faire face avec un réseau de force, vraie force.
et que beaucoup est possible en termes de justice et de paix parce que nous travaillons ensemble. Donc, je vous remercie d'être donc partie de cette toile euh, pour que nous puissions avoir une voix plus forte pour la justice et la paix. Merci à vous tous et j'espère que nous allons vous voir et s'engager avec vous dans une variété d'espaces que nous avons discuté aujourd'hui. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very Thank much. you. Thank you very Bye-bye. much. Thank Thank you, you, all Teresa of and you, everybody. for Yeah. all the work you are Thank doing for you. us. Thank We are you. Thank grateful. you. Thank you, Thank everyone. you. Thank you, God Teresa. bless you. Bye. Bye-bye. And Bye. thank you very much, Maggie. Merci. Au Thank you for revoir. coming.